Nicolas Taki est membre du Cercle Aristote et membre de Place d'Armes depuis 2022. Il est diplômé d'une licence d'histoire à l'Université d'Aix-Marseille. Il travaille dans le domaine des archives et s'intéresse particulièrement aux recompositions géopolitiques contemporaines. À travers son premier ouvrage, il signe une analyse sans concession qui invite à repenser les récits dominants. Il a la rigueur de l'archiviste quand il s'agit d'analyser la géopolitique, mais il applique cette rigueur à des théories d'une ambition telle qu'elle ferait rougir de jalousie un scénariste hollywoodien. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le projet Atlantis qui démantèle et le démantèlement de la Russie, un plan contre la paix du monde. Je vous demande d'applaudir Nicolas Taki. Bonjour à tous. Alors, je remercie Place d'Armes Île-de-France de m'accueillir et de vous présenter mon premier ouvrage, Le projet Atlantis de démantèlement de la Russie, un plan contre la paix du monde. C'est-à-dire ce projet fou des néoconservateurs américains de vouloir démanteler la Fédération de Russie en une quarantaine d'États. En somme, il s'agit du vieux stratège divide ut regnes, diviser pour mieux régner. Les lecteurs de L'art de la guerre de Sun Tzu, de La guerre des Gaules de Jules César ou du Prince de Machiavel ne peuvent que trop bien que comprendre ce stratagème. C'est donc pas nouveau dans l'histoire et pour cela, les néoconservateurs américains vont appuyer une structure qui s'appelle le Forum des Nations libres de Russie, mais qui est devenu par la suite le Forum des Nations libres de la post-Russie. Les mots ont un sens, comme pour la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie. Ce projet, je l'ai connu en septembre 2022 par le biais de François Asselineau, le président de l'Union populaire républicaine. Il avait été invité sur les plateaux de TV Liberté et aussi à l'association du dialogue franco-russe. Et au cours de ses interventions, il détailla l'existence de cette organisation œuvrant à ce projet. Ces 2 vidéos ont cartonné sur Internet et ont fait des centaines de milliers de vues. Et ça a été le départ de mon investigation. Sur le site internet du forum, vous avez les différents objectifs avec notamment une déclaration de décolonisation. Alors, parmi les points, vous avez appel à la création d'une administration nationale de transition au sein de la Russie, appel aux États membres de l'ONU à fournir une assistance maximale aux administrations nationales de transition, appel à la grève, au sabotage, à la désobéissance, initier la formation de légions nationales, c'est-à-dire former des groupes armés pour défier le pouvoir central, la création d'une administration transitoire unie, éliminer ce qu'ils appellent le régime colonial et criminel de guerre, et on peut l'interpréter comme le changement de régime, et la purge de toutes les administrations de la Fédération de Russie. Et enfin, assistance maximale aux organisations internationales pour prendre le contrôle des armes nucléaires de la Fédération de Russie. Tout un programme. Alors bien sûr, le conflit russo-ukrainien en cours depuis 2022 est le meilleur moyen pour aboutir à ce projet. Mais avant, il a fallu pour cela que les néoconservateurs américains mettent la main sur ce pays, notamment l'Ukraine, et dans ce qui sera appelé la révolution orange en 2004, lors des élections présidentielles, qui a vu l'annulation du 2e tour de l'élection avec un 3e tour qui a vu le candidat pro-occidental l'emporter.
avec l'appui d'ONG américaines proches de la CIA, notamment la National Endowment for Democracy. Et en 2013-2014, au moment de la révolution du Maïdan, qui a vu le changement de régime avec l'appui de groupes néo-nazis qui vont constituer plus tard le bataillon Azov, et notamment dans la guerre du Donbass. L'Ukraine sera ainsi utilisée comme un proxy contre la Russie, c'est-à-dire un État indépendant de facto, mais subordonné à une puissance extérieure. Et dans cette confrontation, la stratégie des néoconservateurs américains était de soutenir militairement le gouvernement de Kiev, tout en tentant d'isoler la Russie sur le plan international et l'affaiblir avec les sanctions financières, et espérons ainsi un effondrement politique. Changement de régime, et qui devait ensuite conduire au changement de régime et à la mise en application de ce projet de démembrement de la Russie. Projet qui ne s'est pas réalisé, comme vous le savez, pour l'instant. Si vous voulez en savoir davantage sur les événements de la révolution orange et du Maïdan, je vous renvoie à ces deux documentaires, États-Unis à la conquête de l'Est de Manon Loiseau et Ukraine, les masques de la révolution de Paul Moreira. Et pour approfondir vos connaissances sur les révolutions de couleur, je vous renvoie à ce qui peut être considéré comme le principal théoricien des résistances civiles et non violentes, le politologue Gene Sharp. En 1993, il a écrit « De la dictature à la démocratie », qui sera le manuel de référence pour les activistes de les révolutions de couleur. Gene Sharp est connu aussi pour avoir fondé en 1983 l'institution Albert Einstein, spécialisée dans l'étude des méthodes de résistance non violente dans les conflits, et travaillant avec la National Endowment for Democracy, c'est-à-dire l'une des organisations qui appuiera ces révolutions. Sur le site internet et sur les réseaux sociaux du forum, ils ont publié plusieurs cartes de ce projet de démembrement de la Russie. Et vous le remarquerez, une Russie décolonisée et complètement émiettée avec l'émergence de nouveaux États. Alors vous avez par exemple du côté occidental la Laponie, l'Ingrie, la Carélie, le Tartarstan, et plus tard, et plus au sud, le Daghestan, la République de Circassie, une fédération du Pacifique et une République de Sakha. Mais ce qui est intéressant dans cette carte, c'est plusieurs drapeaux qui ont retenu mon attention et qui doivent émerger de la post-Russie. Vous avez notamment le plus comique, les États-Unis de Sibérie, qui n'est pas sans rappeler les États-Unis outre-Atlantique. Vous avez également le drapeau de la République baltique de Königsberg, c'est-à-dire l'oblast russe de Kaliningrad, et qui est situé en fait entre la Pologne et la Lituanie, et qui doit revenir à ses racines allemandes. Et on pourrait imaginer à un moment donné un rattachement à la République fédérale d'Allemagne. Pourquoi pas ? Vous avez bien évidemment la Tchétchénie indépendante, ce qu'ils appellent la République d'Itchkérie, et surtout le drapeau, le dernier est très intéressant, le drapeau de la République de Russie, qui se réduirait à Moscou et à ses alentours. En effet, il faut savoir qu'il existe déjà une institution parallèle, un parlement en exil appelé le Congrès des députés du peuple de Russie, dont le représentant est Ilya Ponomarev, un ancien député de la Douma en Russie, et c'est l'un des militants actifs de ce forum des Nations libres de la post-Russie. Alors, M. Ponomarev, il faut savoir que c'est un ancien cadre de la compagnie pétrolière Yukos, qui a appartenu à Mikhail Khodorkovsky, avant qu'elle soit liquidée judiciairement et dont ses avoirs aient été rachetés par la compagnie d'État russe Rosneft. Autre figure clé du forum, vous avez M. Andrius Almanis, le président de l'Institut des régions de Russie, une structure qui promeut le démembrement de la Russie. Et qui est-il ? C'est un Lituanien qui a servi pendant 17 ans dans les forces de défense nationale et il a appartenu aussi au Parti de la Liberté
et il a intégré récemment le mouvement libéral, c'est-à-dire 2 partis politiques lituaniens qui sont rattachés au groupe Renew Europe. Des partis très atlantistes puisqu'il promeut également l'indépendance de Taïwan. Autre représentant important du forum, M. Vadim Stepa, un Russe originaire de la région de Carélie. Il est le rédacteur en chef du web journal Région Expert rattaché à l'IRR. Il a intégré le Free Russia Forum de Garry Kasparov, le célèbre joueur d'échecs, et qui est proche de Mikhail Khodorkovsky. Il est chroniqueur pour Radio Free Europe, Radio Liberty, et il est surtout analyste à la Gemstone Foundation. Et qu'est-ce que la Gemstone Foundation ? C'est une fondation américaine qui a joué un gros rôle durant la guerre froide, notamment collectant des informations sur l'URSS et ayant participé aussi au transfuge de fonctionnaires soviétiques. Elle est présidée depuis septembre 2023 par Peter Mattis, ancien conseiller principal au National Democratic Institute, qui est financé par la National Endowment for Democracy. Et surtout, au début de sa carrière, il a été analyste du contre-espionnage pour la CIA. Donc voilà avec qui M. Vadim Stepa entretient des liens professionnels. Vous avez aussi Madame Anna Fotyga, ancienne ministre polonaise des Affaires étrangères et députée européenne jusqu'en 2024, membre du PiS, le parti Droit et Justice, affilié au groupe conservateur et réformiste européen, groupe dont Madame Fotyga exerçait les fonctions de secrétaire générale et qui a apporté son soutien au Forum des Nations libres de Russie. Elle était par ailleurs membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Vous la voyez aux côtés notamment de Madame Condoleezza Rice, du temps qu'elle était ministre, et avec Jens Stoltenberg, l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Vous avez, parmi les autres participants, vous avez M. Akhmed Zakayev, le premier ministre autoproclamé de la République tchétchène d'Ichkérie, ancien général de brigade durant la première guerre de Tchétchénie, puis ministre des Affaires étrangères, avant de devenir vice-premier ministre d'Ichkérie. Il a obtenu l'asile politique au Royaume-Uni après la deuxième guerre de Tchétchénie, où il a formé son gouvernement. Autre personnalité, Oleh Medunitsa, le président de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, l'une dont le leader était un certain Stepan Bandera, une organisation qui avait collaboré avec l'Allemagne hitlérienne durant la Deuxième Guerre mondiale et dont leurs membres avaient intégré le bataillon Nachtigal au moment de l'opération Barbarossa, puis la division SS galicienne, puis l'armée insurrectionnelle ukrainienne UPA, responsable de crimes de guerre envers les Juifs et les Polonais, entre autres. Et enfin, autre personnalité, un autre participant du forum qui aura retenu mon attention, c'est M. Frédéric Petit, membre du mouvement démocrate de François Bayrou et membre de la coalition présidentielle Ensemble. Alors la première question que je me pose, c'est en tant que citoyen français, on peut se demander si M. Petit agit de sa propre initiative ou bien agit-il de manière officieuse à la demande de l'exécutif. Deuxième question, le fait qu'un député de la République, membre de la coalition présidentielle, participe à un tel dessein, ne devrait-il pas nécessiter des interpellations à l'Assemblée nationale ? Après tout, il s'agit de déclarer une guerre totale à la Fédération de Russie. Alors, autre chose que j'ai pu noter, c'est qu'ils ne veulent pas seulement démanteler la Russie, ils veulent aussi démanteler la Chine. Alors, vous avez sur l'une de ces publications la création d'un Est-Turkestan. Ce serait l'ancienne région chinoise du Xinjiang, c'est là où vivent la minorité ouïghour. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un gouvernement Est-Turkestan en exil et qui se situe où, à votre avis ? Aux États-Unis. Vous avez aussi la création d'un Tibet indépendant et une république de Mandchourie, entre autres. Et quand vous analysez cette carte,
on constate une corrélation géopolitique avec celle des atlantistes. Vous avez ici la publication de l'agenda OTAN 2030 qui définit la Russie et la Chine comme étant une menace pour les pays de l'Alliance et à l'ordre international fondé sur des règles. Je vais vous citer cette publication. L'ordre international fondé sur des règles essentielles à la sécurité, à la liberté et à la prospérité des alliés est menacé par des régimes autoritaires comme la Russie et la Chine qui ne partagent pas les mêmes valeurs que les alliés, ce qui n'est pas sans conséquence pour la sécurité, les valeurs et le processus démocratique des pays de l'Alliance. En donnant suite aux décisions découlant de l'initiative OTAN 2030, l'OTAN va s'employer à défendre et approfondir ses partenariats conformément à ses valeurs et à ses intérêts afin de préserver l'ordre international fondé sur des règles. Oui, mais sur quelles règles? Les règles américaines, bien évidemment. Et pour approfondir cette pensée, vous avez ici la publication d'un des think tanks néoconservateurs américains qui s'appelle l'American Enterprise Institute, datant de septembre 2024, intitulé Axis of Aggression, en français l'axe d'agression. Et voici ce que nous dit l'intitulé. Je cite la publication. La République populaire de Chine, la Russie, l'Iran et la République populaire démocratique de Corée, Corée du Nord, ont formé un axe d'agression pour combattre l'ordre international dirigé par les États-Unis. Chacun de ces États révisionnistes aide les autres à établir des sphères d'influence, à subvertir ou détruire les nations démocratiques. Les attentats terroristes soutenus par l'Iran en Israël, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, l'empiètement de la Chine sur Taïwan et la mer de Chine méridionale, ainsi que les hostilités persistantes de la Corée du Nord contre la Corée du Sud, sont autant de fronts d'une campagne coordonnée visant à renverser l'ordre international dirigé par les États-Unis. En résumé, c'est le nouvel axe du mal qui a été modernisé. Et que derrière cela, on vise le monde multipolaire. Il s'agit de le broyer, mais un monde qui représente quand même entre 35 et 40% du PIB mondial et près de la moitié de l'humanité. Il s'agit de la confrontation de ce siècle, le monde unipolaire incarné par un centre de pouvoir unique, qui est l'Empire américain, et de l'autre, le monde multipolaire proposant un ordre international alternatif. Alors on pourrait se poser la question, quelles conséquences d'un possible démembrement de la Fédération de Russie? Eh bien, c'est une balkanisation et une instabilité à l'échelle de l'Eurasie, à l'image de ce qui fut arrivé à la Yougoslavie dans les années 90 et début 2000, mais en beaucoup plus grand. Vous avez ici une carte de la répartition des diverses ethnies au sein de la Fédération de Russie. En orange, vous avez l'ethnie russe majoritaire à près de 80%, le reste constituant les diverses minorités nationales. S'il y a un démembrement, la création d'une mosaïque de nouveaux États, c'est le risque de voir émerger une multitude de guerres ethnico-religieuses, avec à la clé des États faibles qui seraient gangrénés par les mafias locales, à l'image du Kosovo, voire la création de républiques islamiques dans le Caucase, comme la Tchétchénie, le Daghestan et plus au nord, le Tatarstan. Alors, autre conséquence, et cela fait partie des non-dits de ce projet atlantiste, il s'agit de faire main basse sur les ressources énergétiques et minières de la Fédération de Russie, qui représente en 2003 11% de la production mondiale de pétrole, c'est-à-dire que c'est le troisième pays derrière les États-Unis et l'Arabie saoudite. En 2024, 17% de la production mondiale de gaz, c'est le deuxième derrière les États-Unis. Et en 2025, le troisième pays producteur de minerais avec 1,6 milliard de tonnes derrière la Chine et les États-Unis, de quoi aiguiser les appétits de certaines sociétés transnationales américaines. Autre conséquence de cette recomposition des frontières de l'Eurasie, cela favoriserait la Turquie d'Erdogan et le panturquisme, c'est-à-dire une idéologie politique et culturelle qui vise à rassembler l'ensemble des peuples turcophones d'Eurasie, du Bosphore à la Sibérie, au sein d'une même entité géopolitique, culturelle et identitaire fondée sur une origine ethnique et linguistique commune. Vous avez sur cette photo, en date du 17 novembre 2021, le président turc Recep Tayyip Erdogan
et son partenaire gouvernemental, le chef du parti du mouvement nationaliste MHP, Devlet Bahçeli, qui ont présenté devant les médias une carte du monde turcophone en Eurasie. Vous avez sur cette carte les contours de cet empire turcique appelé Grand Turan et la composition de ces différents peuples, cet empire qui s'étendrait donc des Balkans à l'Extrême-Orient en passant par son cœur, l'Asie centrale. Quelques détails à relever. Vous avez en Europe occidentale, notamment en France et en Allemagne, la représentation de communautés turcophones autonomes. Et bien évidemment, cet empire séparerait le monde russe du monde chinois. Vous remarquez que la région du Sichuan, recouverte du drapeau sécessionniste de l'Est-Turkestan, rejoindrait ce nouveau monde turc. Dernière conséquence, c'est le risque nucléaire et de Troisième Guerre mondiale, car selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, la Fédération de Russie possède en 2025 5459 ogives nucléaires, dont 1718 déployées. Vous en conviendrez que la Russie jamais n'acceptera de voir ce projet atlantiste aboutir sans livrer une farouche résistance, surtout s'il est parrainé par des puissances occidentales. Car ce projet n'est ni plus ni moins qu'un projet, je le répète, de guerre totale contre la Russie, contre la Chine et ses 600 ogives nucléaires, contre le monde multipolaire et même contre la paix du monde. D'où mon sous-titre. Et la France, dans tout cela, elle est embarquée dans cette guerre jusqu'au boutiste par son appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, une guerre qui nous coûte et qui va nous coûter cher. Vous avez le plan ReArm Europe à 800 milliards d'euros que les pays européens vont devoir sortir selon les souhaits de la Commission européenne et qui sait, peut-être un jour envoyer nos soldats en Ukraine. Vous avez récemment le chef d'état-major de l'armée de terre qui a déclaré que son corps était prêt pour envoyer des troupes en Ukraine en 2026. Donc ce serait une confrontation directe avec la Russie et ses alliés. Enfin, je terminerai sur cette citation de Brzezinski, qui a écrit notamment ce livre « Le Grand Échiquier », qui est la doctrine qui est appliquée actuellement en Ukraine. L'Eurasie reste l'échiquier sur lequel se déroule la lutte pour la primauté mondiale. Je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, profitez-en, il est là. Monsieur ? Bonjour, j'en aurai deux. Merci pour cette présentation. Une question par le haut, une question par le bas. On a eu un changement important de direction à la tête des États-Unis. On pourrait penser que ça induit, avec un retrait de l'unilatéralisme, peut-être une diminution des financements de tous les magnifiques organismes que vous avez présentés. Est-ce que ça se concrétise ? Et ma question par le bas, c'est quel soutien on trouve derrière tous ces mouvements. On sait que les mouvements de révolution de couleur ont toujours visé à raisonner sur des mécontentements ou des malaises dans les populations, systématiquement, qui sont manipulés. Qu'est-ce qu'on a comme résonance dans le peuple russe ou les ethnies pour tout ça ? Alors, pour répondre à votre première question, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a asséché les finances de l'UCED. Or, bien évidemment, l'UCED a joué un rôle de bailleur de fonds dans ce projet de démantèlement. Il s'est aussi attaqué à Voice of America et à RFERL. Là aussi, il a coupé les finances. RFERL, dont, comme je vous l'ai dit, Vadim Stepa est chroniqueur. Donc oui, il y a eu un assèchement. En tout cas, les données que j'ai pu collecter vont dans ce sens. On assèche les finances. Mais ce projet continue par d'autres moyens, parce que ce forum continue leur réunion internationale, mais sauf que les sources de financement sont plus privées. Et la deuxième, après, la résonance, l'impact sur le plan intérieur, vous avez dit, c'est ça, hein. Pour l'instant, en l'espace de 3 ans de conflit, on n'a pas trop entendu ces mouvements séparatistes dans nos chers médias occidentaux, parce que si la situation était vraiment catastrophique, vous en conviendrez que LCI, BFM TV en parlerait. Voilà. Donc ce qui veut dire que
la fidélité au pouvoir central reste pour l'instant très élevée. Nickel. À propos de la Chine, de la Russie, il y a quelque chose qui passe un peu inaperçu. C'est la pénétration des populations chinoises dans la Russie orientale, notamment pour le bois. Alors, que se passe-t-il maintenant à ce niveau-là? Je pense plus à un agrandissement de la Chine qu'un morcellement de la Chine. Du reste, quand on sait que la Chine, l'essentiel de sa population se trouve sur la côte, que va-t-il se passer? Est-ce que quelques populations qui représentent, allez, 15% de la population globale chinoise, à peu près ça, hein, va pouvoir avoir un levier pour morceler la Chine? Moi, là, Vous voulez morceler la Russie, c'est ça? non, déjà morceler la Chine. Parce que je me suis intéressé à ce sujet-là. L'essentiel de la population se trouve sur la côte, hein, sur la côte pacifique. Oui. Donc, 15% de la population environ intérieure aurait-elle un levier pour se séparer de la Chine? Je vois ça mal. Hein. En tout cas, c'est le souhait des néoconservateurs américains, c'est appuyer justement sur tous les séparatistes. Après, pour ce qui est de la coopération entre la Chine et la Russie, ils savent qu'ils sont entrés dans une confrontation directe avec l'Empire américain et leur objectif, c'est de s'entendre déjà sur la question des frontières et de la coopération économique afin de contourner les sanctions possibles, que ce soit par exemple avec le système SWIFT, qui utilise maintenant avec le CIPS, et voilà, de contourner via les sanctions en matière d'énergie en passant par notamment l'Inde. Après, pour la question du séparatisme en Chine, pour l'instant, encore une fois, le mouvement séparatiste en Chine, pour l'instant, ne se concrétise pas. Il y a les Ouïghours, mais pour l'instant, la Chine arrive à maintenir cette région dans son orbite. Bien sûr, il y a un rapport de force. Mais bien sûr, c'est pas pour rien qu'il y a un gouvernement Est-Turkestan en exil aux États-Unis. C'est parce que, oui, les Américains veulent à tout prix séparer cette région, quitte à faire basculer cette région importante du Xinjiang dans l'orbite turque. Ce qu'ils ont peut-être oublié, c'est que ces pays-là, ce n'est pas les tribus africaines. Hein. Que voulez-vous? C'est tout empire essaiera d'appuyer sur les fractures. C'est ça en fait le problème. Que j'ai pu noter chez les néoconservateurs américains, c'est qu'ils sont animés d'une arrogance et d'un hubris démesuré. Et eux, ils pensent qu'il suffit d'acheter tel chef local pour l'acquérir à sa cause et que ça va marcher à tous les coups. Non, les mentalités sont différentes. Le monde chinois n'a rien à voir avec le monde africain, pas plus qu'avec le monde, avec l'Europe, quoi. Et ayant travaillé avec des Asiatiques, disons, boat people, dans ma carrière, c'est vrai que c'est une tournure d'esprit un peu spéciale. Quand mes collègues me le disaient, même dans le BTP en Ile-de-France, il y a des structures asiatiques qui travaillent dans le BTP en Ile-de-France. C'est une tournure d'esprit qu'il faut comprendre. Évidemment. C'est ça la diversité des peuples. Oui. Alors, la question que je te pose, c'est la suivante. Par rapport à la France, on a un espace maritime de 12 millions de kilomètres carrés, avec le territoire de Nouvelle-Calédonie et les accords de Montargis qui ont eu lieu récemment. Existe-t-il des structures identifiées qui soient équivalentes par rapport à l'État français chez les néoconservateurs, notamment par rapport à notre espace maritime et nos territoires d'outre-mer? Tu veux parler s'il existe des structures équivalentes
que les réseaux néoconservateurs pour justement démanteler l'espace maritime et nos territoires d'outre-mer en France? Alors pour l'instant, je n'ai pas étudié cette question. Peut-être ce sera l'œuvre d'un prochain livre, qui sait. C'est bon? S'il vous plaît, vous pourriez repasser la diapo avec le plan turc? Bien sûr. Non, celle d'avant, Voilà, s'il vous plaît. Non, c'est juste ça. Et oui, parce que les néoconservateurs américains sont prêts à appuyer le panturquisme pour détruire la Russie. Que fait Trump? Pour l'instant, d'après les données que j'ai pu collecter, pour l'instant, il a déjà asséché les finances. J'aurais une question. Est-ce que la montée en puissance des BRICS permettrait à la Russie et à la Chine, entre autres, ainsi qu'à d'autres pays, de freiner ce projet néoconservateur américain? Ah bah bien sûr, et c'est pour ça que les néoconservateurs américains veulent à tout prix empêcher ce monde d'aboutir, parce qu'ils savent très bien que le 21e siècle, qu'ils espéraient que ça soit le siècle américain, c'est pas je vous renvoie au think tank The Project for the New American Century, pour un nouveau siècle américain, si jamais ce monde arrive, ce 21e siècle ne serait pas américain, il serait multipolaire. Et c'est la grande hantise de ces néocons. Et ils sont prêts à mener une guerre jusqu'au boutiste pour cela. Jusqu'au boutiste qu'on retrouve malheureusement dans les discours des leaders d'Europe de l'Ouest. Oui, madame? Oui, moi je reviens sur ce que vous avez dit pour Trump. Est-ce que, avec les données dont vous disposez, est-ce que Trump a raisonné mentalement par les néoconservateurs ou pas? J'ai pas très bien compris. On a un peu l'impression que Trump évolue beaucoup, donc la question qui est posée, est-ce que les néoconservateurs ont pris le contrôle de la politique de Trump? Voilà. Je pense que les néoconservateurs américains essaient à tout prix de conserver le pouvoir par le biais du lobbying. Ne jamais oublier que Washington, c'est le premier pôle de lobbying au monde. Le deuxième étant Bruxelles. Voilà, je vous remercie.